RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 16 décembre. Toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission du 13h. Alors l'émission sera en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Alors hier avec Madame Christine Constant-Masson, nous parlions cause féministe avec l'association Sœurs-Optimistes Internationale. Et aujourd'hui je reçois Inès de l'association Nous Toutes 54. Bonjour Inès, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et vous ? Ça va très bien, merci. Alors l'association Nous Toutes œuvre contre les violences sexistes faites aux femmes, mais quelle définition peux-tu nous proposer vraiment de cette association, Inès ? Déjà, on précise plutôt violences sexistes et sexuelles, parce que les violences sont perpétuées sur toutes les femmes et ça peut être aussi sur les personnes LGBTQ. Voilà, et donc du coup, on œuvre pour l'égalité homme-femme en général. On essaye de tout faire pour que ce qui soit lié à la cause de toutes les femmes soit entendu. Alors, Nous Toutes 54, c'est un mouvement national de base en France. C'est une association, un collectif qui est présent partout. Mais comment est-ce que tu peux nous expliquer comment il est né à Nancy ? Du coup, il était déjà présent avec Anne Parisot il y a quelques années, qui relayait un peu les infos du national. Et fur et à mesure, je suis arrivée et puis on a commencé à vouloir faire des projets un peu plus locaux, un peu plus ancrés dans le territoire, pour parler de toutes les causes du féminisme et de plein de projets qui s'en approchent en tout cas. Et comment tu as intégré l'association ? Comment t'as croisé le chemin de Nous Toutes en fait ? Du coup, en croisant le chemin de Anne, en fait, j'étais en stage à la mairie de base et je faisais, je travaillais sur la journée d'égalité aux droits des femmes le 8 mars. Et donc, du coup, j'étais en lien avec toutes les associations féministes et celle qui m'a le plus séduit, c'est Nous Toutes, de par le lien que je pouvais construire avec elles et aussi par rapport à cette notion d'inclusivité, de non-racisme qui est pour moi très important. Et combien de membres environ vous êtes au sein du collectif maintenant ? On a une vingtaine d'adhérents et on est un peu moins de bénévoles. D'ailleurs, on espère en avoir plus. C'est vrai que ça a été vraiment, c'est vraiment devenu une association depuis août et c'est à partir de là qu'on a commencé à œuvrer. Donc du coup, on a encore un manque de gens. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Il suffit juste de nous contacter sur n'importe quelle plateforme, n'importe quel réseau social, Nous Toutes 54 et vous pouvez nous aider dans tous nos projets. Et justement, comment les tâches sont réparties ? C'est-à-dire que chacun œuvre pour la cause contre les violences sexistes et sexuelles, ou comment ça se passe quand on arrive dans l'association ? Du coup, ça dépend, mais on a souvent des projets du national qu'on va essayer de remettre en place. Notamment, on a fait un die-in en septembre, donc en fait, c'est une forme de manifestation pacifique où les personnes s'allongent pour montrer le nombre de féminicides qu'il y a eu en France. Donc ça, c'était quelque chose de national qu'on a voulu refaire. Et après, on a des projets beaucoup plus locaux. Et donc, du coup, on essaye de mettre des bénévoles sur chaque projet. Et si quelqu'un a envie de lancer un projet qui lui tient à cœur, qui lui est cher, on essaye de le mettre en avant, qu'il soit porteur de son projet et de lui donner toutes les clés pour qu'il les mette en œuvre. Toi, justement, Inès, est-ce que depuis que tu es arrivée au sein de l'association, tu as été porteuse de projets, tu as amené tes idées et quelques créations dont tu aimerais faire part ? Ah oui, totalement. J'en ai même beaucoup trop des idées. Je compte un peu sur les autres membres pour me calmer parce que j'essaye d'aller dans tous les sens en fait. D'ailleurs là on en a un qui est le concept de Safe Bar, donc ça commence dès demain. On va commencer à donner le label, donc c'est une forme de label qu'on accorde aux bars qui acceptent de signer une charte qui dit qu'ils vont être enclins à faire attention aux clientes qui sont présentes dans les bars, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas toujours les mieux par rapport au harcèlement, par rapport au fait de, peut-être pas du harcèlement, mais des personnes qui sont un peu plus lourdes avec des filles et en fait elles savent pas toujours comment dire non ou elles le disent et en fait elles sont pas entendues, et donc du coup faire en sorte que ces bars soient enclins et alertes sur ces questions-là.
Du coup, voilà, ils vont signer une charte et puis du coup, nous, on va aussi les aider à œuvrer, à sensibiliser sur ces questions-là. Et donc, du coup, il y aura pas mal de bars à Nancy qui vont pouvoir être des lieux plus sécures. Et depuis que tu y es dans ce collectif, est-ce que tu as l'impression qu'il prend de l'ampleur, que vous avez de plus en plus d'idées qui jaillissent au sein de ce collectif, ou ça se passe comment? Ah oui, totalement. On était très peu au début. Il y avait Anne et moi. Il y avait, en fait, ça s'était beaucoup éteint et ça s'est rallumé depuis qu'on est devenu une association et que je l'ai rejoint. Et en fait, ça prend de l'ampleur et c'est super cool, surtout avec la marche contre les violences sexistes et sexuelles du 27 novembre, qui avait été d'abord interdite. Enfin, pas la marche en soi, mais toutes les manifestations dans le périmètre du centre-ville. Et on a réussi à se battre avec l'aide d'associations, de syndicats, du SAF aussi, de notre avocat qui nous a beaucoup soutenus et qui nous a permis d'aller au tribunal et de quand même faire cette marche. Donc je pense que ça a eu un petit coup de pub aussi sur Nous Toutes 54. Alors tu parles d'aide, d'associations, mais quelles sont les associations à Nancy qui vous soutiennent et avec lesquelles vous faites parfois aussi des actions? Du coup, il y a Plan B qui nous soutient beaucoup. On a aussi pas mal de syndicats, notamment la CGT. Ils ont un collectif antisexisme, donc qui œuvre principalement qui œuvre majoritairement sur forcément les violences sexistes et sexuelles au sein du cadre du travail, qu'on pointe pas assez du doigt à mon sens. Il y a la FSU, il y a la Ligue des droits de l'homme aussi, Solidaire, donc on est toute une petite équipe assez soudée. Et avec toutes ces causes de violences sexistes, obstétricales aussi, on en parlera un petit peu. Évidemment, bien d'autres causes qui sont au cœur de nous toutes. Est-ce que tu penses que sont des causes qui sont de plus en plus légitimes maintenant dans la sphère publique? Je pense qu'elles ont toujours été légitimes, mais elles ont souvent été légitimes, un peu plus entendues maintenant. Ouais, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus entendues. Alors il y a forcément des détraqueurs, mais je pense que une forêt un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc, je pense qu'il y a plus de gens qui sont dans le sens de nous soutenir et que on met souvent en avant les détraqueurs. Après, je pense qu'on a encore du chemin à faire. C'est trop cool de voir que les gens se saisissent de ces combats, commencent à le comprendre, mais c'est encore pas assez. Je sais qu'on est un peu embêtante à toujours vouloir plus, mais il faut le dire, il y a un viol toutes les 7 minutes, par exemple, qu'en termes de violence, les femmes ne sont jamais crues quand elles prennent la parole. On leur reproche de prendre la parole sur les réseaux sociaux, alors que c'est le seul lieu où elles sont entendues. Au tribunal, la plupart des affaires sont classées sans suite. 65% des féminicides, les femmes avaient pris contact avec la justice et elles sont quand même mortes. Il y a plein de petites choses comme ça qui montrent que c'est pas encore réglé et ça nécessite d'être encore mis en avant. Et justement, tu disais 65% des victimes de féminicide avaient pris contact avec la justice et seulement 1% des viols ou tentatives de viol aboutissent à une condamnation criminelle. Comment, à l'échelle locale, vous œuvrez justement pour lutter contre tous ces chiffres en fait? Alors du coup, on va faire des formations de sensibilisation. Il y a une formation qui aura lieu fin janvier et notre but c'est de proposer à plein de bénévoles de venir, d'assister à cette formation et pouvoir après avoir les clés pour intervenir dans les entreprises et surtout auprès des écoles où je pense que tout se passe pour commencer à construire et avoir une réflexion sur ces questions-là, parce que en fait, quand on est adulte, je pense qu'il y a tout ce travail de déconstruction qui est complexe parce qu'on est dans une société qui malheureusement est déjà patriarcale et c'est très dur de se réinterroger constamment. Je pense qu'on le fait tous, hein. Même moi, qui suis présidente d'association féministe, des fois j'ai tendance à juste ne pas être, avoir des propos peut-être sexistes. Genre une fois, il y avait une enfant qui avait perdu. Pour le coup, c'était vraiment sa mère, mais je suis partie directement du principe qu'elle avait perdu sa maman. Donc en fait, inconsciemment, j'étais partie sur le fait que la seule personne qui peut s'occuper d'une petite fille, c'est sa mère. Donc on a encore dans ces schématiques. C'est encore ancré parfois. Voilà, c'est encore ancré en nous. Est-ce que quand on rentre au sein de nous toutes, on milite tous pour les mêmes causes? Il y a certaines causes qu'on peut peut-être plus défendre que d'autres. Je parle au sein des branches du féminisme ou des causes auxquelles on est plus sensible.
Oui, je pense que déjà, je pense qu'on n'est pas toutes d'accord sur tout, et c'est normal. En fait, on accepte l'opinion de chacun par rapport à certains sujets. Il y a pas de souci. Et effectivement, il y a des causes qui sont beaucoup plus intéressantes pour certains que d'autres. Il y a des gens qui, par exemple, quand je parlais du Daïn et donc du coup qu'on listait le nombre de victimes sur la place publique, c'était un peu trop fort pour elle, un peu trop dur d'entendre tous ces noms-là de femmes qui sont mortes depuis le début de l'année. Donc on est à 109 depuis quelques jours. Qui préfèrent faire de la sensibilisation dans les écoles, et inversement, il y a des gens qui se sentent beaucoup plus envie d'attaquer de front et de parler de ces chiffres-là qui sont importants et qui permettent aux gens de prendre conscience. Donc chacun fait à son rythme en fonction de ses besoins et de ses capacités aussi. Et Inès, si on parle personnellement maintenant de toi, d'une figure, on a tous toutes des figures féminines emblématiques dont on admire. Quelle serait la tienne, toi? Ah là là. Je pense que j'ai pas du tout réfléchi. Je pense à Marine Marvin, du coup, qui était une femme incroyable dans le sens où elle faisait du sport. Alors par exemple, elle a fait quand c'était interdit, elle a fait le Tour de France à vélo, mais genre 20 mètres derrière les mecs parce qu'elle avait pas le choix. Et donc du coup, elle était parmi les 15 dernières, donc bien devant des hommes. Elle était infirmière, elle parlait 7 langues, et il y a plein de choses qu'elle a fait. Elle était là pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est déguisée en homme pour y aller. Malheureusement, du coup, elle s'est fait prendre sur le fait, mais du coup, elle a envoyé des lettres pour essayer d'être présente en tant qu'infirmière, etc. Elle s'est battue tout au long de sa vie, en fait. Comme, malheureusement, je déteste ce terme, mais comme un homme, parce qu'elle avait pas le choix en fonction de l'époque, et je trouve ça admirable, et je trouve ça dommage, qu'on n'en parle pas assez. D'ailleurs, c'est pour ça que j'hésite. C'est aussi parce que moi, je me renseigne un peu, mais j'en ai pas tant que ça des figures emblématiques féminines, puisque dans l'histoire, on retient majoritairement les hommes, et les femmes sont souvent très effacées. C'est dommage. Je pense que ici, personne ne serait capable de vraiment avoir une figure femme pour chaque sujet, genre la réalisation, le cinéma, le peintre, chanteuse. Enfin, c'est très compliqué d'avoir, alors que pour les hommes, c'est très simple, quoi. Alors, je suis toujours avec Inès de l'association Nous Toutes. Vous pouvez retrouver l'association sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter. On parle d'engagement féministe aujourd'hui, et on écoute maintenant Solo de Angèle sur RCN. Et je suis toujours avec Inès de l'association Nous Toutes 54. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur leurs réseaux Facebook, Twitter et Instagram. Alors, on parlait juste avant, Inès, d'une figure féminine que tu aimes bien, Marie Marvin. Et justement, il y a eu une inauguration de la place Marie Marvin, une allée Gisèle Halimi. Ça commence un petit peu à bouger au niveau du nom. C'est pas vraiment encore des noms de rue, mais est-ce que tu penses que justement, à ce niveau, on commence un petit peu à avancer? Oui, je pense qu'on commence à avancer. En plus, étonnamment, Nancy n'est pas un mauvais élève sur le nom des rues. C'est une des villes où il y en a le plus, des rues de femmes. Mais on est à 9%. Ce qui reste encore très peu. Ce qui reste très peu, surtout quand on sait qu'il y a des noms de rues rue de la Source, rue des Ponts, la Grande Rue, des choses comme ça qui ne représentent personne. Donc en fait, on ne demande pas non plus l'effacement de certains individus au détriment le détriment de certains individus pour les femmes. Donc il y a des moyens encore, et du coup on espère qu'on sera entendu et qu'il y aura plus de rues féminines. Donc ça commence déjà un petit peu à bouger. C'est pas le bon terme, pardon, mais avec des noms de femmes. Oui. Et moi, je me demandais aussi, Inès, comment le groupe Nocal à Nancy se positionnait au niveau national. Est-ce que vous faites aussi des actions, vous êtes en contact avec les autres associations en France, Nous Toutes? Oui, du coup on est souvent en contact, on essaye de se partager nos bonnes idées, nos moyens d'œuvrer, comment faire en sorte d'avoir des bénévoles en plus, etc. On n'est pas toujours d'accord sur la manière de faire, mais après je pense qu'on a des personnes avec qui on est plus, des collectifs où on est plus en contact. Nous on est vachement en contact avec Reims par exemple, parce qu'ils ont été soumis à des contraintes aussi par rapport à leurs manifestations, et en fait on leur a soufflé je pense un espoir, donc elles ont essayé de se battre aussi pour essayer de manifester. Donc du coup voilà, on essaye de rester en contact pour pouvoir se
partager les bons plans, quoi. Donc il y a quand même un certain soutien entre les associations au niveau national. Ah oui, évidemment. oui, totalement, oui. Et le 27 novembre dernier, vous avez organisé une marche, tu en as parlé en début d'émission, au sein de Nous Toutes pour lutter justement contre les violences sexistes et sexuelles en tout genre. Est-ce que tu penses aussi que ce genre de rassemblement, lorsque vous organisez des marches, c'est un mode d'action, c'est un des modes d'action les plus fédérateurs au final et le plus symbolique de vos revendications? Oui, c'est un des plus importants. C'est pour ça qu'on s'est battu. En fait, je pense que le fait de nous refuser l'accès au centre-ville nous permettait pas d'avoir une visibilité. Et en fait, en faisant des actions comme des cafés-débats, des choses comme ça, c'est super utile parce que ça nous permet toujours de déconstruire, de parler, de discuter et d'essayer de voir pourquoi on n'est pas d'accord sur toutes les questions du féminisme. Mais en fait, le fait d'accéder au centre-ville et de manifester, c'est ce qui nous permet de nous faire voir par des gens qui n'adhèrent pas forcément à la cause. Et donc du coup, de les intriguer et de se poser des questions, de se remettre en question sur des choses à laquelle ils ne sont pas sensibles. Donc c'est vraiment le lieu, de culture, de administratif, c'est le lieu de tout échange et de commerce. Donc du coup, voilà, c'est hyper important effectivement de manifester et d'être présente dans la rue. Et au niveau tu parlais des cafés-débats, comment ça s'organise? Est-ce que vous avez une réelle organisation ou alors c'est un petit peu une vraie discussion sur le fil pendant le café-débat? Ça dépend. En fait, je prépare tout le temps des sujets, on prépare tout le temps des sujets à laquelle on finit pas toujours par aborder parce que les gens ont leur propre thématique, ils ont envie d'aborder certaines choses et puis de fil en aiguille, ça commence à du coup partir un peu dans tous les sens. Donc du coup, on n'aborde pas toujours les sujets qu'on prépare, mais ça dépend. Il y a des moments où c'est beaucoup plus cadré et on essaie vraiment de rester sur des thématiques bien spécifiques, comme par exemple quand c'est des thématiques qui sont liées à l'actualité, on va forcément consacrer que le moment de débat à ça, quoi. Et le 20 novembre dernier aussi, vous avez organisé une action de sensibilisation dans les lycées, les universités. Comment ça s'est passé? Du coup, c'est une action qui était nationale. Le but, c'est de faire en sorte d'avoir des jeunes ambassadeurs, en fait, pour que les lycées et les universités soient aussi porteurs eux-mêmes de ce message, parce que je pense qu'ils sont aussi les plus enclins à sensibiliser eux-mêmes les gens de leur génération et à se faire entendre. Donc du coup, c'était ça le but, c'était de les pousser eux en tant que jeunes activistes sur ces questions-là. Alors on parle toujours de Nous Toutes 54 aujourd'hui dans Les Masques Tombent. Je suis toujours en compagnie de Inès, membre de l'association. Autre figure féministe qui évolue dans le monde de la musique, c'est Aloïs Sauvage et on écoute Omoi sur RCN. Et je suis toujours à côté de Inès de l'association Nous Toutes 54. Encore une fois, retrouvez-les sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter. Et maintenant, si on veut parler à proprement parler de vos modes d'action, est-ce que dû à la crise sanitaire, vous n'avez pas pu réaliser certaines actions ou idées que vous avez voulu mettre en place avec les membres du collectif ? Du coup, pendant cette période-là, j'étais pas encore dans l'association, mais j'ai eu des retours forcément de ce qui s'est passé avant moi et je trouve ça hyper admirable. Mais les filles se sont un peu activées pour créer des séances d'écoute entre bénévoles et des femmes qui subissaient en fait des violences conjugales parce que, par exemple, le confinement et même les conditions sanitaires actuelles font que on peut être un peu plus en difficulté pour partir de son foyer. Et donc du coup elles avaient créé ça. Et sinon là, oui, effectivement, ça peut être gênant, mais ça va encore. On espère que on sera pas trop par la suite bloqué dans nos objectifs, mais on essaye d'adapter les idées du coup forcément à la situation. On n'est pas les seuls à plaindre sur cette question-là. Et on en a parlé un petit peu en début d'émission, mais toi, quelles sont les actions que tu aimerais apporter de plus au sein du collectif ? Du coup, oui, le concept de Bar Save, on est aussi en train de créer là je sais pas comment, on n'a pas de terme, mais un peu des cabottes de verre, donc des charlottes en fait en tissu pour les verres dans les bars parce que du coup il y a une grosse zone d'activité par rapport au GHB dans Nancy actuellement. En plus, les filles ne sont pas forcément écoutées quand la police dit que c'est un problème d'alcool et que c'est pas un problème de GHB. C'est un peu complexe de se faire entendre. Et donc, du coup, on a plein d'autres projets comme ça. Et en fait, surtout pour le 8 mars, on aimerait créer un festival en mettant en avant les femmes. Et donc, du coup, que ce soit donc derrière
en coulisses comme sur scène, que ce soit des femmes qui œuvrent à ce festival, parce que on a vu beaucoup de chiffres qui disaient que du coup quand c'est des femmes qui sont ingénieurs du son, des choses comme ça, elles sont pas toujours, elles ont vraiment des difficultés à trouver un emploi. Donc en fait le but ce serait de mettre à l'honneur toutes les femmes dans ces questions-là qui sont autour du festival. Mais à voir, c'est un projet. C'est un beau projet en préparation en tout cas. Et tu nous parlais aussi des associations avec lesquelles vous étiez en collaboration, mais il y a aussi le collectif Double Peine, dont vous connaissez bien. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de ce collectif ? Alors du coup, le collectif Double Peine, c'est quand une victime se sent enclin à parler de ce qui s'est passé par rapport à une violence qu'elle a subie et qu'elle va du coup au commissariat et que finalement elle n'est pas entendue. Donc il y a vraiment une notion de je dis une bêtise, non, de double peine, de double peine dans l'histoire, parce que il y a cette volonté de s'armer pour en parler et malgré ça, elle est quand même pas entendue. Donc du coup c'est une double peine quoi. Et vous avez fait aussi la rencontre récente de Sandrine Rousseau, donc une femme politique, écologiste, féministe. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée cette rencontre ? Mais c'était super enrichissant. Elle a fait une colloque effectivement sur l'écoféminisme. D'ailleurs, c'est le sujet de mon mémoire actuel. Donc c'est super intéressant. Et on a eu aussi pas mal de rencontres après coup pour en parler, pour discuter à travers du coup toutes les associations féministes, écologiques et d'autres. Il y avait aussi Equinox, une association qui est LGBT et qui devrait d'ailleurs être présente sur tous les événements là. Je trouve qu'on les inclut pas assez. C'est cette communauté, donc c'est important. Et donc du coup, on a pu un peu parler de l'avenir, de la suite pour l'écologie, pour les femmes, qui sont des problèmes sociaux très importants actuellement, et puis surtout dans les mois qui viennent avec les prochaines élections qui nous font un peu peur, je pense. Et tu nous as parlé aussi le 16 octobre dernier, vous avez organisé un die-in. Tu nous as expliqué un petit peu le concept de ce die-in, mais quel était vraiment le but recherché au final à la place Simone Veil? Alors le but c'était vraiment de prendre conscience que derrière les noms, enfin quand on dit 107 féminicides, en fait c'est des femmes et c'est des femmes qui sont mortes et elles auraient pu être entendues. Encore une fois, il y a 65% qui avaient pris contact avec la police et je pense qu'il y avait vraiment moyen d'éviter tout ça. Et cette action a permis à beaucoup de gens de prendre conscience que c'était des femmes et que ça touche tout le monde, toutes les classes sociales, tous les âges. Il y avait des femmes de 16 ans, il y avait des femmes de 88 ans dans le listing et ça a touché tous les métiers et toutes les catégories socio-professionnelles, quoi. Pour finir, Inès, que dirais-tu aux auditeurs de RCN qui souhaiteraient rejoindre le collectif Nous Toutes pour qu'ils y foncent? Mais je vous en prie, bienvenue, on vous attend vraiment nombreux et nombreuses. Je tiens à spécifier parce que les hommes sont pas toujours entendus, mais venez avec nous, il n'y a pas de problème. On vous écoute sur Nous Toutes 54, Twitter, Instagram, partout sur les réseaux sociaux et à très vite. Merci beaucoup Inès d'être venue au micro des Masques Tombent aujourd'hui. Je rappelle une dernière fois que tu es membre du collectif Nous Toutes. Je remercie également Thomas à la technique. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN et on se retrouve lundi en parlant de solidarité et charité avec le bazar à Lisette. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org